Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du cours Réseau d'assainissement de A à Z. Sachant que dans la première partie, on a vu ensemble tout ce qui concerne réseau d'assainissement en termes de contraintes liées à la réalisation de projets, type de réseau d'assainissement et les étapes de conception du réseau d'assainissement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette première partie, je vous recommande de la regarder et vous trouverez le lien sur la barre d'infos. Dans cette deuxième partie alors, on va découvrir ensemble, premièrement, nature des eaux à évacuer, évaluation des débits des eaux pluviales et dernièrement, évaluation des débits des eaux usées. Et prochainement, dans la troisième partie, je vais vous expliquer le dimensionnement des conduites d'assainissement et ensuite des exercices d'application si cela vous intéresse, soit théorique ou bien une étude de cas sur le logiciel Covadis. Alors, commençons par les eaux à évacuer. Avant de vouloir mettre en pratique les systèmes d'évacuation, il faut savoir les différents types des eaux à évacuer d'abord. Principalement, distinguer deux types d'eau qui peuvent être transportés par les égouts, c'est-à-dire les réseaux d'assainissement. Ces deux types sont comme suit. Les eaux de ruissellement ou bien eaux pluviales, les eaux usées qui comprennent les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles et les eaux usées agricoles. Et enfin, les eaux claires parasites. Commençons par la nature des eaux pluviales. Les eaux pluviales sont des eaux polluées à différents niveaux dans l'atmosphère, spécialement dans leur ruissellement sur le sol. Dans leur trajet vers le sol, les eaux de pluie nettoient l'atmosphère et entraînent mécaniquement des particules gazeuses en suspension dans l'air. Ces gaz peuvent être présents naturellement dans l'air ou avoir été apportés par les différentes pollutions. Par exemple, gaz provenant de la combustion, de la fermentation de matières organiques, etc. Lors de leur ruissellement, sur les toitures, les voiries, les jardins et les prairies, ils vont se charger d'une masse considérable de particules solides, par exemple des poussières, débris organiques, minéraux, terre, gravier, etc. Deuxièmement, on a les eaux usées, spécialement les eaux usées domestiques. Dans les eaux usées domestiques, on distingue les eaux ménagères et les eaux vannes. Dans les eaux ménagères, on trouve les eaux de cuisine, de la salle de bain, les eaux de lavage, les eaux des locaux, qui sont riches en particules solides, mais surtout en détergents et désinfectants, par exemple eau de javel, produits à base de chlore ou d'ammoniac. Dans les eaux usées domestiques, on distingue aussi les eaux vannes. Ces eaux sont chargées en urine, matières fécales qui vont non seulement fermenter, mais qui peuvent également contenir des germes pathogènes. Parmi les eaux à évacuer, on distingue aussi les eaux usées d'origine industrielle. Il peut s'agir des eaux qui ont été utilisées dans les processus de fabrication industrielle comme matière première, des eaux de refroidissement, les eaux de lavage, etc. Elles peuvent contenir différents types de polluants, des gaz dissous, des matières minérales, des matières organiques. Ces eaux doivent subir des traitements d'épuration particulières suivant des normes avant d'être déversées dans la nature. Ensuite, on a les eaux usées d'origine agricole. Ces eaux sont particulièrement chargées en nitrates et phosphates qui provoquent l'eutrophisation des cours d'eau. C'est quoi l'eutrophisation? L'eutrophisation, c'est le fait d'avoir un apport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux et qui entraîne une prolifération végétale et qui entraîne par la suite un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. Et dernièrement, parmi les eaux à évacuer, on a les eaux parasites.
Les eaux parasites, ce sont des eaux captées involontairement sur le réseau. Eau claire parasite permanente ou pseudo-permanente, c'est-à-dire eau d'infiltration de nappe. On a aussi eau claire aléatoire, se traduit par une introduction d'eau pluviale dans le réseau d'eau usée, entre parenthèses, réseau séparatif. Eau non conforme sont les eaux rejetées au réseau hors convention. Ce qui peut engendrer plusieurs impacts comme la saturation des capacités de transport, dilution de la pollution, ce qui peut engendrer par la suite un dysfonctionnement des stations. Cela peut engendrer surcharge hydraulique sur les stations d'épuration aussi. Alors, avant d'entamer l'évaluation des débits des eaux pluviales, il faut savoir des généralités sur la qualité et quantité des eaux de ruissellement. Concernant la qualité, je vous cite ici l'évolution de la pollution en fonction de la nature de la pluie. Les pluies se caractérisent à l'aide de 3 facteurs indispensables et intéressants ce point-là. L'intensité, durée et fréquence, ce qu'on appelle l'IDF. Lorsqu'on a une pluie faible, ça vaut une fraction organique plus importante. Et au cas de pluie forte, il va y avoir une forte charge en MES, matière en suspension avec fraction minérale importante. En termes de qualité, les eaux de ruissellement, il faut savoir quelques définitions de la pluviométrie et débit de pointe. Concernant la pluviométrie, on a le dépouillement des mesures et exploitation des hydrogrammes, c'est-à-dire les couples intensité-durée. On appelle dépouillement l'opération de lecture des enregistrements pluviographiques. Il permet d'obtenir des pluies partielles de durée allant de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes, 1 heure à plusieurs heures selon la durée de pluviogramme. Soit horaire, hebdomadaire ou mensuel. Et la durée de dépouillement aussi. Ces pluies partielles permettent de tracer les hydrogrammes et de définir l'intensité de pluie. Et par la suite, définir les débits de pointe. Maintenant, concernant la quantité des eaux de ruissellement, voyons voir quelques généralités. En même temps que leur fréquence et leur durée, les pluies se caractérisent par une intensité variable qui intéresse davantage l'ingénieur ou le technicien, car ce sont les fortes pluies qui donnent les plus gros débits instantanés. Et l'intensité des pluies varie suivant les régions. Dans le Midi, par exemple, dans quelques régions, les pluies sont courtes et violentes. Il y a souvent aussi des pluies de grande durée et de faible intensité. Concernant les très grandes intensités, sont généralement de courte durée et les très fortes pluies de très courte durée sont très localisées et n'ont d'importance que pour les petits bassins. Entre parenthèses, les égouts. Mais selon le climat, la nature du sol et d'autres circonstances locales, les maxima de pluie journalières ou de fortes pluies de quelques heures peuvent être déterminantes. Maintenant, on passe à la deuxième partie de ce cours, qui est l'évaluation des débits des eaux pluviales. Commençons par une introduction sur la détermination des débits d'eau pluviale. Pour la détermination des débits d'eau pluviale, il faut distinguer entre deux principales méthodes de calcul des débits pluviaux. On a premièrement la méthode la plus ancienne et la méthode dite rationnelle, dont la formule de base est très simple. Deuxièmement, la méthode la plus utilisée en France et en Maroc est nommée méthode superficielle de Kakou.
Cette méthode permet de calculer en un certain nombre de points des systèmes l'écoulement des débits maximaux pour un orage donné. Il y a un certain nombre de paramètres qui interviennent dans l'établissement des formules précitées, parmi lesquels on distingue premièrement l'intensité et la durée de l'averse, deuxièmement la durée de stockage sur le sol dans les canalisations au moment de l'averse, et dernièrement le temps de concentration du bassin versant. Commençons par l'intensité. Le premier paramètre, l'intensité. L'intensité moyenne I se définit par le rapport de la hauteur d'O en B, delta H, pendant une durée donnée delta T, soit I égale delta H divisé par delta T. L'intensité de précipitation, I, en millimètres par minute ou en millimètres par heure, est déterminée à partir des courbes intensité, durée, fréquence, IDF, pour une durée égale au temps de concentration. L'intensité s'exprime en fonction des paramètres A et B par la formule de Montana. Voici la formule. Ici, on a T en minutes obtenu à partir des courbes IDF. J'ai cité courbe IDF pour la troisième fois. Si vous ne savez pas c'est quoi courbe IDF, restez concentrés parce que je vais la définir tout de suite. Alors, les courbes intensité, durée, fréquence, IDF, sont obtenues à partir d'ajustements statistiques des observations effectuées à une station pluviométrique quelconque. Elles traduisent l'évolution de l'intensité moyenne maximale I de la pluie en fonction de la durée D et de la fréquence F, où période de retour T est égale à 1 divisé par F. Leur établissement nécessite de disposer de longues séries d'observations. La courbe établie permet, la courbe suivante, vous voyez ici, permet ensuite d'évaluer par exemple l'intensité d'une pluie de période de retour de 10 ans de durée de 40 minutes. La représentation graphique sous forme de courbe IDF montre que statistiquement, plus une pluie est longue, plus l'intensité moyenne est faible pour une fréquence ou période de retour donnée. Il y a différentes formules d'ajustement statistique qui ont été développées pour représenter l'évolution de l'intensité de la pluie en fonction de sa durée. Et l'ajustement statistique de Montana est fréquemment utilisé. La loi empirique de Montana fournit pour un site d'observation l'intensité moyenne de la pluie sur la durée T et l'intensité moyenne de la pluie sur la durée T en fonction de deux paramètres A et B qui sont obtenus par cet ajustement selon la formule suivante. De telle sorte que IT, et c'est l'intensité moyenne de l'averse de durée T pour une période de retour T en millimètres par minute, et ici T, c'est la durée de pluie en minutes, et A et B sont des coefficients dits de Montana pour une période de retour T qui dépend de la plage de durée de pluie sur laquelle l'ajustement est réalisé. Maintenant, on passe au deuxième paramètre, c'est le temps de concentration. Le temps de concentration, ou plus long parcours de l'eau, se compose de trois temps. Premièrement, du temps T1, mis par l'eau pour s'écouler dans les canalisations. De telle sorte que T1 égale L, c'est la longueur, divisée par V, la vitesse de l'eau. Deuxièmement, du temps T2. T2 mis par l'eau pour atteindre le premier ouvrage d'engouffrement ou bien bouche d'égout. Et d'après Kaku, T2 égale à IP à la puissance de moins 4 divisé par 11. IP
c'est la pente moyenne de cheminement hydraulique sur la surface du sol, en mètres par mètre. Le troisième temps, c'est T3 du ruissellement dans un bassin qui ne comporte pas de canalisation. T3 égale à L divisé par 11 racine IP. Le temps de concentration peut donc avoir trois aspects. Premièrement, si le bassin ne comporte pas de canalisation, donc on a temps de concentration égal à T3. T3, je vous rappelle, c'est le temps du ruissellement dans un bassin qui ne comporte pas de canalisation. Deuxième aspect, le bassin comporte un parcours superficiel puis une canalisation. Donc, TC égale T3 plus T1. Troisième aspect, le bassin est urbanisé et comporte une canalisation principale et des branchements tertiaires. Donc, TC égale T2 plus T1. De nombreuses formules empiriques permettent de calculer le temps de concentration et parmi lesquelles je vous cite la méthode simplifiée de calcul de temps de concentration pour une zone urbanisée. On admet par exemple un temps de concentration superficielle égal à 5 minutes et une vitesse en aigu égale à 1 mètre par seconde. Donc on a T de concentration égale à T1 plus T2, ce qui vaut 5 minutes plus L divisé par V. L, c'est la longueur et V, c'est la vitesse de l'eau. On passe au troisième paramètre, le coefficient de ruissellement. Le coefficient de ruissellement se définit comme le rapport du volume d'eau qui ruisselle au volume d'eau tombé sur le bassin considéré. Donc, C égale volume d'eau qui ruisselle divisé par volume d'eau tombée. Ce coefficient tient compte des pertes de ruissellement qui se composent de points suivants. Premièrement, l'évaporation qui varie selon le climat et la saison. L'infiltration qui varie avec la nature du sol. Troisième point, du stockage dépressionnaire. Le stockage dépressionnaire qui tient compte de l'eau retenue dans les petites cavités du sol ou qui remplit les rigoles, les caniveaux et les fossés. Le coefficient de ruissellement peut varier avec la durée de l'averse, c'est-à-dire la saturation des sols, et réduit la capacité d'infiltration des terrains non urbanisés. On devrait donc admettre un coefficient C qui varie avec le temps et dépend de l'intensité I en fonction du temps. Ce coefficient de ruissellement peut être obtenu de manière simplifiée à l'aide de la formule suivante, de telle sorte que ici T c'est le temps écoulé à partir du commencement de la précipitation, P est le pourcentage des surfaces imperméabilisées. Et voici ce tableau qui représente les valeurs de coefficient de ruissellement qui sont couramment utilisées. Par exemple, dans des zones d'habitat qui continuent à RDC, on a C égale 0,50, immeuble 0,60, villa 0,30, industriel 0,40, etc. Maintenant, on passe aux méthodes de calcul des débits d'eau pluviale. Premièrement, méthode rationnelle. Si vous voulez la démonstration de cette méthode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, je vais vous présenter seulement l'équation directement sans démonstration. Alors, cette méthode donne le débit de pointe décennale par la formule suivante. Le débit égale coefficient de ruissellement multiplié par
l'intensité moyenne de la pluie pour un temps de concentration Tc et une période de retour T égale à 10 ans en millimètres par heure. Et A, c'est la surface de bassin versant en hectares. Maintenant, vous savez c'est quoi le coefficient de ruissellement et le temps de concentration, on a vu tout ça. L'intensité de pluie sera obtenue à partir de l'équation de Montana qu'on a déjà vue. Les coefficients A et B, on a dit c'est des coefficients de Montana, étant fournis par la météorologie nationale ou bien par les études antérieures. Le débit centennal pourra être obtenu par la même formule en utilisant juste les valeurs de A et B pour T égale 100 ans. Concernant la limite de validité de la formule rationnelle, l'application de la formule rationnelle est simple, mais conduit généralement à des surestimations des débits et ne tient pas compte de la capacité du stockage du réseau. Et la principale difficulté de cette méthode réside dans l'estimation du temps de concentration. Je vous rappelle que le temps de concentration du bassin versant considéré est le temps minimum pour que tout le bassin contribue à l'écoulement vers l'exutoire. En toute rigueur, il ne devrait s'impliquer que bassin versant urbanisé, c'est-à-dire où le rôle des surfaces imperméabilisées sur les ruissellements est prépondérant. En pratique, on l'utilise aussi fréquemment pour des bassins versants naturels en assainissement routière. Et la surface de bassin versant A est limitée à quelques dizaines, voire centaines d'hectares. Maintenant, on passe au calcul des débits d'eau pluviale par la méthode superficielle. Pour le calcul des débits de ruissellement résultant d'une averse ou un point d'un bassin versant, on adopte la méthode superficielle modèle de Kaku. Cette méthode permet de calculer les coefficients A et B de la formule de Montana. La formule générale pour calcul des débits est donnée par le débit fréquence de dépassement en mètres cubes par seconde égale K en fonction de T multiplié par I, la pente moyenne du bassin versant, multiplié par le coefficient de ruissellement, multiplié par la superficie du bassin, multiplié par coefficient de correcteur d'allongement du bassin versant. Les paramètres, on a leur formule concernant K, U et W et M. Et voici un exemple de station au Maroc où les données pluviométriques fournies permettent d'évaluer les coefficients de Montana A et B, ci-dessous dans ce tableau, et de calculer le débit des eaux pluviales corrigées. Ici, on a les périodes de retour, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et les paramètres A et B de Montana, et les formules superficielles, de telle sorte que ici on a le débit, et le débit corrigé égale au débit multiplié par coefficient de correcteur M. Maintenant, on va voir le choix de la période de retour d'insuffisance du réseau. Il est souvent admis a priori qu'il est de bonne gestion de se protéger du risque de fréquence décennale, T égale à 10 ans. Cependant, un degré moindre pourra être considéré comme acceptable dans les zones modérément urbanisées et dans les zones où la pente limiterait strictement la durée de submersion. Et au sens inverse, dans les quartiers fortement urbanisés et dépourvus de relief, le concepteur n'hésitera pas à calculer les collecteurs principaux en vue d'absorber les débits de périodes de retour de 20 ans, voire même de 50 ans. Maintenant, l'évaluation de la pente. Pour un bassin urbanisé dont le plus long chemin hydraulique, L, est constitué de tronçons successifs, LK, ce qu'on va nommer LK, de pentes sensiblement constantes, IK, l'expression de la pente moyenne
qui intègre le temps d'écoulement le long du cheminement le plus hydrauliquement éloigné de l'exutoire, où temps de concentration est la suivante. Voici la formule. Et concernant l'évaluation du coefficient de ruissellement, le coefficient de ruissellement C sera pris égal au taux d'imperméabilisation. C égale A divisé par A'. A, c'est la surface totale du bassin versant et A', c'est la superficie de surface revêtue. En zone urbanisée, la surface de la voirie et des aires de service représente environ 20% de la superficie totale de cette zone. On prend donc un coefficient de ruissellement C supérieur ou égal 20%. Le coefficient de ruissellement est exprimé en fonction de la nature de la surface, en plus souvent en fonction de l'occupation des sols. Voici deux tableaux. Ici, en fonction de la nature de la surface. Ici, en fonction du type d'occupation du sol. On passe aux évaluations de l'allongement d'un bassin et évaluation du coefficient correcteur. L'allongement grand M est défini comme étant le rapport du plus long chemin hydraulique grand L sur la racine carrée de la surface équivalente à la superficie du bassin considéré. Son expression est la suivante. M, grand M, est égal au plus long chemin hydraulique L divisé par la racine carrée de la surface équivalente du bassin versant. Comme remarque, le modèle de Kaku doit être corrigé si l'allongement moyen grand M est très différent de 2, de la valeur de 2. Si grand M, l'allongement M différent de 2, il faut corriger par un coefficient d'allongement petit m. Sachant que m égale à 0,8, valeur minimale dans le cas d'un demi-cercle. Et si on a grand M différent de la valeur de 2, il faut corriger par un coefficient d'allongement petit m, de telle sorte que le débit de pointe prime égale au débit de pointe multiplié par petit m, coefficient d'allongement correcteur. Et voici la formule de petit m pour qu'on puisse la calculer. Maintenant, si on a un groupement de bassins, il va falloir des paramètres équivalents. Ces formules dans ce tableau qui diffèrent selon que les bassins constituant le groupement soit en série ou en parallèle sont exprimés ci-après. Voici les valeurs, les paramètres équivalents d'un groupement de bassins concernant A et C et U équivalentes et M équivalentes concernant bassin en série et bassin en parallèle. Maintenant, on va parler de validité des formules. Les formules d'expression du débit du modèle de Kaku, quelle que soit la période de retour choisie, sont valables dans les conditions suivantes. En ce qui concerne la surface du bassin ou du groupement de bassins, la limite supérieure est fixée impérativement à 200 hectares. En ce qui concerne la pente, la valeur I doit rester comprise entre 0,2% et 5% dans le cas de groupement des bassins. Le rapport entre les pentes extrêmes déterminées pour chaque bassin doit rester inférieur à 20. En ce qui concerne le coefficient de ruissellement, la valeur C doit rester comprise entre 0,2 et 1. Et l'allongement du bassin qu'on a déjà vu, L sur la racine carrée de A, doit être supérieur ou égal à 0,8.
Les méthodes ponctuelles de type CACU ne peuvent prétendre qu'à la connaissance des débits de pointe donnés à l'exutoire d'un bassin versant défini par quelques caractéristiques, surface, pente, coefficient de ruissellement. La résolution d'un problème d'assainissement plus complexe nécessite l'étude de l'hydrogramme complet de ruissellement en plusieurs points du réseau. Donc, il faut recours au modèle mathématique qui a pour avantage d'avoir des résultats qui sont nettement plus complets, plus précises et permettent de faire de véritables simulations avec différents types de pluie. On passe aux dernières parties de cette vidéo de ce cours du réseau d'assainissement. C'est l'évaluation des débits des eaux usées. Le calcul des débits d'eau usée pour la vérification de la capacité du réseau existant et pour le dimensionnement relatif aux différents horizons considérés est basé sur le calcul d'eau consommée par les différents constituants de la typologie urbanistique. D'une manière générale, chaque collecteur est destiné à desservir une zone. Cette zone est constituée par différentes catégories d'occupation du sol et donc engendre des rejets différents en nature et en débit. La production des eaux usées dépend de la consommation d'eau potable, donc du taux de retour à l'égout ou bien taux de restitution, ainsi que du taux de raccordement au réseau d'égouts. Elle est calculée comme suit. On a le débit moyen d'eau usée égal au taux de restitution multiplié par le taux de raccordement au réseau multiplié par le débit moyen d'AEP, de consommation d'eau potable. Alors que le calcul des débits de consommation d'eau potable se fait sur la base de la formule suivante. On a le débit moyen d'AEP égal aux dotations en eau de la population branchée multipliée par la population branchée au réseau d'eau potable, sachant que la population branchée au réseau d'eau potable égale au taux de branchement multiplié par la population totale. Donc, plus dotation des administrations multipliée par la population totale, plus la dotation des industries multipliée par population totale. Maintenant, débit de pointe journalière. Le calcul de pointe lors du jour de production maximale est fait en se basant sur la pointe journalière relative à la consommation en eau potable. Le débit maximal journalier se calcule de la manière suivante. Débit maximal égale coefficient de pointe journalière multiplié par le débit moyen des eaux usées. Le coefficient de pointe journalière, CPJ, est le rapport du volume moyen d'eau potable des 3 journées successives les plus chargées de l'année sur le volume moyen annuel. Concernant débit de pointe horaire, le débit de pointe horaire tient compte de la variation de production en eau usée lors d'une journée et le débit maximal horaire de temps sec se calcule de la manière suivante. Le débit maximal horaire égale CPJ multiplié par CPH, coefficient de pointe horaire multiplié par le débit moyen, le tout divisé par 24. Le coefficient de pointe horaire se définit comme le rapport du débit maximum dans l'heure la plus chargée sur le débit moyen journalier. Le coefficient de pointe horaire est déterminé par la formule ci-dessous en cas d'absence de statistiques. On a le coefficient de pointe horaire égal A plus B divisé par la racine carrée de débit moyen. Ici, c'est important.
le débit moyen est en litres par seconde. Et voici l'expression générale de ce débit de pointe en tenant compte de la répartition spatiale des usagères de l'eau est la suivante. Débit de pointe maximal égale coefficient de pointe journalière multiplié par coefficient de pointe horaire multiplié par la somme des superficies en hectares des sous-bassins correspondant à la zone homogène I, multiplié par la densité brute en habitat par hectare de la zone homogène I, multiplié par la dotation en eau en litres par jour par habitant, multiplié par le taux de restitution, multiplié par le taux de raccordement et multiplié par 1 sur 24 fois 3600 pour convertir en litres par seconde. J'ouvre une parenthèse concernant le coefficient de pointe pour la compréhension. Si on a une période égale plusieurs années, alors on a coefficient de pointe annuel. Si on a une période plusieurs mois, donc coefficient de pointe mensuel, ainsi de suite pour période plusieurs jours, coefficient de pointe journalière. Si période égale plusieurs heures, on parle de coefficient de pointe horaire. Concernant coefficient de pointe mensuel, égale consommation du mois de pointe divisé par consommation moyenne mensuelle de l'année. Et concernant coefficient de pointe journalière, est égal aux consommations du jour de pointe divisé par consommation moyenne journalière du mois de pointe. Et concernant coefficient de pointe mensuel, horaire, égale consommation de l'heure de pointe divisé par consommation moyenne horaire du jour de pointe. Concernant coefficient de pointe mensuel, il intervient dans les dimensionnements du système, les ouvrages qui devront satisfaire les besoins du mois de pointe. Concernant CPJ journalière, intervient dans le dimensionnement du système, évalue les besoins de régulation des ressources. Il est entre 1,10 et 1,20. Concernant coefficient de pointe horaire, exprime le comportement des usagers par l'eau au cours de la journée. Il intervient dans le dimensionnement des réservoirs et de la distribution. Pour la ville, il est entre 1,5 et 2 et en milieu rural 2 à 3. Je vous remercie de regarder jusqu'à la fin de cette partie. On se retrouve la prochaine fois avec la troisième partie de ce cours qui est le dimensionnement des conduites d'assainissement.